CRTV News, ici, toute l'info. Bonsoir. Rien, plus rien ne peut se dire, se vivre ou se faire comme avant. La pandémie Covid-19 a tout mis sens dessus-dessous autour de nous. Nos réflexes, nos habitudes, nos relations humaines, notre mode de vie, notre ordre social, tout est littéralement par terre dans un chamboulement sans précédent. Voyez notre amour de 20 mai, rituel parmi les rituels républicains incontournables. Depuis 48 ans, c'est la séquence culte de notre histoire nationale, le haut lieu de convergence de notre mémoire collective, le jour où tout s'arrête pour faire place à la fête. Mais voilà que notre cher 20 mai est lui aussi atteint. Pas de défilé, pas de festivités, pas de ballet des mises et toilettes les plus raffinées, pas de médailles. Bref, la pandémie a tué jusqu'au rendez-vous annuel qu'aucun Camerounais ne manquerait sous aucun prétexte. Non, nous n'allons pas nous laisser faire. Cette tueuse Covid-19 ne va quand même pas tout nous enlever, nous a déjà enlevé tant et tant d'êtres chers. Nous devons défendre au moins notre capacité de réflexion, notre sens de l'auto-évaluation et notre force de projection. C'est ce que je viens spécialement vous proposer ce soir, autour de ce qui ne doit surtout pas mourir, l'esprit du 20 mai. J'ai choisi de le faire symboliquement à partir de ce bureau que j'occupe depuis 4 ans, ce bureau qui est, avec mon domicile, mon espace de confinement. Et je ne suis pas seul, quelques-uns de mes principaux collaborateurs sont avec moi, eux aussi dans leurs bureaux respectifs, dans le strict respect des mesures barrières et de la distanciation sociale imposée par l'épouvantable conjoncture sanitaire que nous traversons. Comme quoi ici à la CRTV, nous sommes confinés, mais nous restons mobilisés. Merci d'être là pour nous suivre et nous encourager à garder le cap. Installez-vous bien. L'unité nationale au Cameroun, c'est tout à la fois un rêve, une histoire, un discours, un vécu et une construction permanente. Nous allons essayer de vous la présenter sous ces différents angles avec l'aide de plusieurs témoins experts appartenant à plusieurs générations, vous allez le voir. Ouvrons donc la première grande séquence de cette évocation que vous avez élaborée, Yves-Marc Medjo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de la division des activités de souveraineté. Sous quel angle abordez-vous la notion cardinale d'unité nationale dans notre pays? Écoutez, avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de faire 2 petites confidences à nos téléspectateurs. La première, c'est de dire que c'est bien vous l'inspirateur du document que nous allons regarder dans quelques instants. Et la seconde, c'est de vous remercier parce que vous avez accepté de mettre à notre disposition votre fonds documentaire pour réaliser ce travail. Pour le reste et pour l'essentiel, il s'est agi à travers ce document de revisiter l'idéal unitaire du président de la République à travers son itinéraire politique, à travers les différents écueils qu'il a surmontés, à travers les phrases fortes qu'il a prononcées, mais également à travers le témoignage de quelques témoins privilégiés de cette bataille obsessionnelle pour la préservation de l'unité du Cameroun. Ce sont des témoignages exclusifs qui sont portés par des acteurs de premier plan qui savent de quoi ils parlent. Et sur le plan personnel, cette immersion au cœur de la défense de cette cause sacrée pour le président de la République aura été quelque chose de très enrichissant parce que nous avons pu mesurer la permanence du combat du président Biya pour l'unité du Cameroun, la constance de ce combat et également sa pérennité
et sa justesse. C'est l'essentiel de ce que nous vous proposons de regarder dans ce document. L'idéal unitaire chez Paul Biya, voici ce précieux document. Le 4 novembre 1982, une musique qui donne le signal d'un changement majeur à la tête du Cameroun. Jean-Claude Autou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 4 novembre 1982. Il est 20h23. Un seul titre ce soir, le président de la République s'adresse à la nation. Camerounaises, Camerounais, écoutez ce message du chef de l'État. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En ma qualité de chef de protocole d'État à l'époque, je peux dire que la première observation, c'est la première fois qu'un tel événement arrivait dans le pays. Et l'ancien président, le président Ahidjo, avait souhaité que nous puissions accorder à l'événement tout le retentissement souhaitable. En effet, lorsque le 4 novembre, il a annoncé sa démission, le 5 au matin, il nous a convoqués dans sa résidence, le directeur de cabinet, moi-même et le chargé de mission, Ekedi Samnik. Il s'est adressé à moi d'abord en me demandant s'il y avait un texte qui organisait la passation de pouvoir entre les deux chefs d'État, sortant et entrant. Je lui ai dit qu'il y avait effectivement le décret de 1976 qui avait tout prévu. Alors, s'adressant au directeur de cabinet, il lui a demandé de mettre au point avec moi le projet de programme de la manifestation. Il nous a annoncé que le lendemain, à 11 h, aurait lieu, n'est-ce pas, la passation de pouvoir entre lui et son successeur. Et il attendait le document avant midi. Nous sommes le 6 novembre 1982. Paul Biya, 49 ans, porte le nouveau destin du pays. I do so swear. Le président Biya a pris donc ses fonctions. Je crois que lui-même, il se préparait déjà à l'événement. À partir du moment où, en 1979, la Constitution a été modifiée et un texte prévoyait que désormais le Premier ministre était le successeur constitutionnel du président de la République en cas de démission de celui-ci. Donc, je suis à peu près sûr que dès qu'il a su cela, étant Premier ministre, le président Biya a commencé à réfléchir à ses devoirs qu'il devait bientôt assumer. Et naturellement, il y a ce que prévoyait la Constitution, le respect de l'intégrité territoriale, l'unité du pays, etc., etc. Mais il avait aussi à ajouter ce que lui avait observé depuis et qu'il voulait apporter comme sa manière de voir l'avenir de son pays. Dans le cadre de ces serments, j'entends situer l'action des années à venir sous le double signe de l'engagement et de la fidélité. L'engagement d'ordre constitutionnel et la réaffirmation du serment que je viens de prêter.
J'entends alors, avec l'aide de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais, et en ma qualité de président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect, comme à l'indépendance, à la souveraineté, à la sécurité et à l'unité de l'État, assurer la conduite des affaires de la République. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai point. L'unité nationale est un paradigme très fort. Quand vous prenez la Constitution des États-Unis d'Amérique, la première phrase, son préambule, c'est « We, the people of the United States of America, in order to form a more perfect union ». Quand vous prenez la Constitution du Cameroun, on est à peu près dans les mêmes approches. Le peuple camerounais, profondément conscient de l'impérieuse nécessité de parfaire son unité. Donc vous voyez que dès que vous êtes président de la République, vous avez le devoir de maintenir l'unité de votre nation. Sinon vous vous disqualifiez. Désormais aux commandes, Paul Biya entreprend de rassembler, de fédérer, mais surtout d'identifier sur l'ensemble du territoire national les ressources humaines les plus à même de l'aider à assumer sa haute charge. Ce programme, il a fallu que le président le fasse accepter par le Cameroun profond. Et c'est pour cela qu'il a prévu d'aller, n'est-ce pas, vers le peuple, de visiter les différentes provinces du pays. Nous avons préparé ce tour de province avec beaucoup d'attention parce que pour le président c'était très important. Il avait à faire accepter son programme de gouvernement au Cameroun profond. Ce voyage devait aussi lui permettre de déceler les personnalités politiques chez elle, les personnalités influentes, populaires, avec qui lui, le nouveau chef, devait travailler. Ceux-là même qui pouvaient l'aider à remplir son programme de gouvernement. Donc c'est avec beaucoup de soin que nous avons préparé cette tournée et naturellement nous avons commencé par le nord du pays et plus précisément par Maroua, qui était une nouvelle province nouvellement créée par le président Biya lui-même. Naturellement, là-bas, c'était du véritable délire. À Maroua, les gens estimaient qu'ils étaient la fille aînée du renouveau. La responsabilité historique qui lui échoua est lourde, mais il en est parfaitement conscient. Voilà un peu plus de 2 décennies qu'il y a été préparé. Quand il quitte Akono, pour le laisser clair, il va découvrir un nouveau monde, avec de nouveaux amis qui vont également lui servir d'adjuvant lorsqu'il arrive au pouvoir. C'est quelqu'un qui a tissé sa nasse pendant très longtemps. Donc, qui ne sait pas. Au Cameroun, on ne peut pas prétendre arriver au pouvoir si on s'appuie sur une seule tribu. C'est impossible. Et lui, il l'a su avant les autres. Rassembler, construire avec l'ensemble des filles et fils du Cameroun. Tel est le credo du nouveau président de la République. Le Cameroun sera uni ou ne sera pas. Mais dans la pratique, l'exercice va s'avérer beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les premières alertes seront d'ailleurs données quelques mois auparavant, précisément en août 1983. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui dans des circonstances qui revêtent un réel caractère de gravité. Je suis sûr, chers compatriotes,
que vous avez pleinement conscience de l'importance de l'étape décisive de l'histoire de notre pays que nous vivons. Je connais la profondeur de votre patriotisme, la maturité dont vous avez toujours fait preuve dans toutes les circonstances difficiles, votre loyalisme à l'égard des institutions et votre attachement à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, qui sont, hier comme aujourd'hui et demain, les conditions indispensables au succès de notre politique de développement dans l'équilibre et la justice. Une atmosphère de haute tension s'installe. Le Cameroun est menacé dans ses fondements. Mais rien ne fera fléchir l'obstination du nouveau président de la République à préserver l'unité du pays. J'ai eu l'occasion de développer dans le pays un certain nombre d'options qui étaient la justice sociale, l'intégration nationale, la rigueur dans la gestion du patrimoine national, la moralisation, la compétence, l'efficacité et en particulier, j'ai tenu à affirmer la primauté de l'État par rapport au parti. Bien sûr, ces options ne pouvaient pas faire l'unanimité. Et le push apparaît finalement comme le dernier acte violent d'un processus d'opposition entre ces options qui étaient les options du renouveau et puis les positions des nostalgiques qui n'entendaient pas voir changer l'ordre ancien des choses. Mon parti s'appelle Mouvement démocratique pour la défense de la République. Je l'ai créé à ma sortie de prison. J'ai été prisonnier politique pendant 7 ans à la suite du coup d'État du 6 avril 1984, qui ne me regardait pas, mais délit de faciès pour délit de faciès, moi je me suis trouvé impliqué pour en devenir in fine le principal acteur, puisque j'ai été le tout dernier à être libéré. Les autres ont été libérés, je crois, après 6 ans. Moi, j'ai été libéré après 7 ans. Faut peut-être, pour votre gouverne complète, rappeler que, après le coup d'État, tous les faucons se sont rués autour de Biya pour l'entourer et pour lui demander de tuer tout ce qu'on a arrêté. Il y en avait même qui disaient d'éliminer toute l'élite du Nord Cameroun. Tous ceux qui savent lire et écrire comme vous et moi. Il a fallu que Biya résiste. Bon, les autres nous ont soumis à des conditions drastiques, infrahumaines, ce qui nous a permis de survivre pour témoigner aujourd'hui. Alors, un monsieur comme ça ne peut être que plus proche de mon éducation judéo-chrétienne, qui laisse beaucoup de place à l'humanisme. Nous sommes à la fin de la décennie 90. À la faveur du vent de démocratisation qui souffle de partout, la scène politique camerounaise va une fois encore entrer en ébullition. L'essentiel de nos importations et de nos exportations passe par Douala. L'essentiel de nos transactions commerciales se fait à Douala. L'essentiel de notre tissu industriel se trouve à Douala.
vouloir paralyser Douala, vouloir détruire Douala, vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons, le Cameroun restera. Le système des années de Braise, le système majeur, celui qui était entre guillemets politiquement correct, c'est l'exigence de la conférence nationale souveraine. Autrement dit, dissoudre les institutions et les refonder à travers une conférence nationale souveraine. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Les années de Braise, ce sont des années qui, dans la plupart des pays, expriment une certaine catharsis. C'est-à-dire qu'il y a des soubresauts souvent violents, des volontés extrêmement affirmées qui se confrontent et qui ont une partie liée au rêve. Quand on fait ce type de manifestation, on rêve. On rêve qu'après cela, les lendemains seront meilleurs. Mais la réalité souvent nous rattrape. Il y avait une confrontation absolument terrible, mais il a tenu bon, il a réussi son coup, si on peut l'appeler ainsi, et depuis, les institutions camerounaises n'ont plus connu de soubresauts de telle envergure. Bon, personne n'est devin, personne ne pourra dire si l'aboutissement de l'exigence de conférence nationale souveraine aurait été une bonne chose pour le Cameroun ou si elle aurait été mauvaise. Mais on peut quand même estimer qu'il y a très peu de pays africains, puisque presque tous étaient engagés dans le même processus. Il y en a très peu qui sont sortis par le haut, autrement dit, qui ont fait une conférence nationale souveraine, comme ça a été le cas au Zaïre, laquelle a abouti à une réelle refondation des institutions, à une revue d'ensemble du processus de l'État. Beaucoup ont connu des fins un peu chaotiques, un peu pénibles, mais en tout cas, de son point de vue et de sa propre stratégie, Paul Biya a parfaitement conduit l'opération, de son point de vue. À l'arrivée, la période des années de Braise sera marquée par une forte déprime, mais elle sera aussi paradoxalement celle du raffermissement de l'État. Par rapport à l'ancien régime, que je connais très bien, si vous connaissez un peu mon parcours administratif, ma carrière administrative, j'étais la deuxième personnalité tout jeune, la deuxième personnalité du Nord Cameroun, alors que Ousmane Mey était la première personnalité en tant qu'inspecteur fédéral d'administration pour le Nord. J'étais son secrétaire général. Alors, je veux vous dire, je connais la politique de ce pays, avec de l'ancien régime. Tout le Nord Cameroun, de Bankim jusqu'à Balangwa, une seule unité administrative. Dans la politique de l'ancien système, ça permettait de diviser le Sud pendant qu'on entretenait une unité illusoire du Nord Cameroun, soi-disant un bloc monolithique. Alors donc, c'était très mal calculé. Quand Biya a fait éclater donc ce monstre du Nord Cameroun en plusieurs régions, en 3 régions, on a applaudi de mains et de pieds. Parce que c'est ce qu'il fallait faire. Bien sûr, la première inclination pour nous, c'est d'appuyer un monsieur comme ça. Pendant les années qui vont suivre, Paul Biya s'emploiera sans relâche à infléchir la courbe de l'histoire, à conjurer les mauvais sorts.
L'épisode de l'invasion de la presqu'île de Bakassi par le Nigeria, l'arrivée, quelques années plus tard, de hordes de terroristes regroupés au sein de la nébuleuse Boko Haram, la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest vont à nouveau cristalliser le combat du président Biya pour la préservation de l'unité du Cameroun, acquis essentiel. Allons-nous, alors que nous avons à faire face à un double défi majeur, consolider notre démocratie, redresser notre économie, allons-nous, disais-je, laisser remettre en cause notre unité nationale, cet acquis essentiel, ce socle sur lequel repose notre pays? Soyons clairs, il n'en est pas question. Ce serait trahir ceux qui ont sacrifié leur vie à cet idéal et compromettre l'avenir de notre pays. La gestion de ces différentes crises est loin d'être une simple formalité. Mais, malgré les épreuves, le chef de l'État poursuit la belle œuvre. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Alors, je le dis ici solennellement, rien ne pourra arrêter le Cameroun. Ensemble, nous relèverons tous les défis et continuerons à aller de l'avant vers de nouvelles victoires. La conduite des chantiers infrastructurels au Cameroun achève de compléter le tableau d'un idéal unitaire qui, chez Paul Biya, embrasse tous les secteurs de la vie nationale. L'exercice de la politique distributive de M. le Président de la République a-t-il eu un ancrage dans les territoires? La réponse c'est oui. J'y reviendrai. Est-ce que la planification des investissements, la planification spatiale des investissements en infrastructures routières et leur mise en œuvre effective auront contribué à rapprocher les populations, auront contribué à assurer l'épanouissement des Camerounais et des Camerounaises? La réponse encore, c'est oui. D'abord, l'exercice de sa politique distributive en matière d'infrastructures routières est assis sur une classification catégorielle des routes. Vous aurez les autoroutes, les routes nationales, les routes régionales et les routes communales. Et cette classification catégorielle a amené M. le Président de la République à faire en sorte que chaque fois qu'il y a un investissement routier, que toutes les régions de notre pays, je dis bien toutes les régions, tous les départements, toutes les communes en bénéficient. Je prends le corridor Douala-N'Djamena. Il est en cours d'aménagement. La seule section qui a connu des difficultés, c'est la section Mora-Dabanga-Kousseri. Et la détermination du chef de l'État pour refaire cette section de 207 km est sans pareil. Dans la mesure où, en raison des attaques terroristes, les travaux ont été suspendus, mais il a trouvé la juste décision d'amener le génie militaire à faire ces travaux et l'accompagnement de notre financier, partenaire financier, la Banque mondiale, est garanti. Ce travail est en cours. On ne peut pas mieux dire, il n'a jamais dit attendons que la paix revienne pour que l'on reprenne les travaux. Non, tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest doivent pouvoir se déplacer, se rapprocher. Je prends un deuxième exemple. C'est le corridor, je vais citer Yaoundé, Bamenda et Bamenda-Inugu. Les travaux sont en cours. Et parlant de Bamenda, savez-vous que les ressources pour la nationale numéro 11, la route, sont disponibles? Les 136 milliards sont là parce que le chef de l'État, en dépit de ce que la situation sécuritaire ne soit pas des plus sereines, a engagé le gouvernement à
œuvrer pour la construction de la Ring Road. Je dois dire en passant que la Ring Road rapproche 5 sur 7 départements de la région du Nord-Ouest. On ne peut pas mieux dire. Toujours dans ce contexte d'insécurité, il réalise la route Bamenda, Enugu, avec notamment la construction d'un pont sur la Cross River, Mfum au Nigeria et Ekok ici chez nous. Je prendrai un troisième exemple. Désormais, à l'horizon juin 2021, la dorsale Bachenga-Tuyo-Kolena, un peu plus de 386 km, sera achevée. Voilà une dorsale qui rapproche les populations de la zone méridionale de notre pays à celle de la zone septentrionale. On pourrait citer plusieurs exemples comme ça. Je parlais là des corridors, mais aussi on peut parler même des routes communales ou des routes régionales. La décision qu'il a prise de mettre en place un programme de connectivité par la route voudrait que chaque département soit connecté au chef-lieu de région par une route traficable en toute saison. Chaque arrondissement connecté au chef-lieu du département par une route traficable en toute saison et que les localités des arrondissements se connectent également entre elles. C'est dit qu'il a pris la juste décision et qui voulait que les populations camerounaises, quelle que soit là où elles se trouvent, se brassent, se rencontrent, se déplacent. J'insisterai sur les ponts pour donner un exemple qui est celui du pont sur le Mungo. Je ne vous apprends rien en indiquant qu'il y a quelques années, ce pont s'est effondré à la suite d'un accident, d'un incident. Mais très rapidement, la jonction entre le sud-ouest et le littoral a été faite d'abord par une barge d'ordre du chef de l'État, parce qu'il fallait que là aussi les populations du sud-ouest de cette partie de notre pays aient toujours la possibilité de rencontrer celles de la région du littoral et réciproquement. Le pont a été reconstruit. C'est un ouvrage physique, bien entendu, mais il faut davantage regarder la symbolique. Le pont, un élément qui permette aux uns et aux autres de se rapprocher. Ouvrage physique, mais ouvrage aussi symbolique au plan tout à fait moral. Et voilà près de 4 décennies que l'histoire est en marche. La deuxième séquence que je vous invite à suivre traite de l'héritage. Si nous voulons dessiner une perspective aussi fidèle que possible de l'unité nationale dans ce pays, nous devons nous arrêter sur ce qui a été légué au président Paul Biya. Et c'est le travail que vous avez effectué, Ibrahim Chérif, directeur central des pôles radio et télévision. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que votre fouille documentaire vous a révélé? Il faut tout de go souligner que de tout temps, les Camerounais ont été en quête d'unité nationale. Il n'y a qu'à se rappeler que dès les années 1940, il a été question de la réunification des deux Camerouns sous mandat britannique et français. Et la recherche documentaire à laquelle nous nous sommes livrés nous a permis de retrouver un documentaire fort à propos que vous avez produit il y a 18 ans, pas moins, en 2002. Ce documentaire qui voit la participation de deux poids lourds politiques des années 1960, 70 et 80. Félix Sabaleko, ancien président du Conseil économique et social, et Moussa Yaya Sarkifada, député très influent et proche parmi les proches de feu le président Amadou Ahidjo. Ces deux personnalités, toutes décédées aujourd'hui, évoquent à votre micro leur perception de l'unité nationale et surtout, elles font des révélations fortes sur les jours qui ont précédé le fameux 20 mai 1972, jour du référendum qui va voir naître l'État unitaire du Cameroun. Ces témoignages sont poignants et très actuels au regard du contexte politique du moment au Cameroun.
L'impression qu'on a, c'est que les déclarations de Félix Sabaleko et Moussa Yaya Sarki Fada, les discours des présidents Amadou Ahidjo et Paul Biya, eh bien, on a l'impression que tout cela a été recueilli hier ou aujourd'hui, tellement ce qu'ils disent épouse les contours de l'état actuel du débat sur l'unité nationale dans notre pays. Le documentaire de 52 minutes a été remasterisé pour être ramené à 26 minutes afin de cadrer avec l'objectif du programme spécial que vous coordonnez et présentez ce soir. L'unité de nos rêves, le document date d'une vingtaine d'années. Mais vous allez le voir, c'est comme si c'était hier. Cette unité qui désormais ne dépend plus de forces étrangères, il nous appartient de la forger nous-mêmes dans un même élan patriotique. Il ne s'agit plus là d'une rubrique inscrite dans un programme de parti, mais d'une volonté profonde qui doit rester sans cesse présente dans les cœurs de chacun des hommes de notre pays, quelle que soit leur idéologie, leur religion ou leur groupe ethnique. Le leitmotiv politique d'Amadou Ahidjo, c'était l'union nationale, l'unité nationale. Alors, à chaque discours, il parlait de l'unité nationale, de l'union nationale, de l'intégration des Camerounais. Au commencement était le discours. La paix restaurée dans le pays, il fallait réorienter le Cameroun vers le développement comme tâche prioritaire. Mais ces structures trop lourdes restaient un handicap. D'où l'idée d'instituer une république unie. Et cela commence par un discours retentissant prononcé le 6 mai 1972. L'unité nationale veut dire, comme je l'ai souvent affirmé, que tous, nous devons nous considérer d'abord comme les enfants, comme les citoyens d'une même patrie, d'un même pays. L'unité nationale, cela veut dire que nous devons nous considérer comme des citoyens d'une même patrie avant de nous considérer comme appartenant à tel arrondissement, à tel département ou à telle tribu. L'unité nationale, cela veut dire que nous devons bannir les luttes tribales, les luttes d'influence. Le 6 mai 1972 était d'abord, comme je vous disais, une grande journée, mais une journée d'inquiétude, de panique pour une grande partie de notre élite. Et c'est une journée aussi de joie pour l'ensemble du pays. L'existence de divisions tribales, tout cela constitue des entraves à la réalisation de cette unité. Ce n'est que lorsque nous serons, et nous sommes sur la voie, lorsque nous serons tous rassemblés, pour un même idéal, c'est-à-dire bâtir une nation unie, c'est-à-dire travailler pour le développement économique et social de notre pays. Et cela dans la paix et la concorde. Ce n'est qu'en faisant cela que nous serons dignes de notre pays. Le discours du président a été un discours qui a été ressenti, pas dans l'esprit, mais dans le corps, dans le sang. Et non seulement au sein de l'Assemblée nationale, mais à l'intérieur de tout le pays, de toute la nation. Car, imaginez-vous, avec toutes les charges qu'on dépensait pour les assemblées fédérées, pour le gouvernement fédéré, pour tout ce qui regarde ces États
vraiment un peu gonflé, eh bien, on sentait que toute cette charge pourrait être diminuée, ramenée au juste prix, et en même temps, le reste pourrait servir aux investissements. Les documents et les acteurs de l'unification du Cameroun sont rares. Vice-président d'abord, présidente ensuite de la commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée nationale pendant 23 ans, Moussa Yaya Sarki Fada fait figure d'exception. Fidèle parmi les fidèles du président Amadou Ahidjo, il était au cœur des tractations les plus secrètes. Le président de la République, à l'époque, M. Ahidjo, a créé un petit comité. Un comité très restreint. Lui-même, en tant que président de la République, son secrétaire général, M. Paul Biya, le secrétaire général adjoint, M. Sengakou, l'inspecteur fédéral du Nord, Ousmane May, et moi-même. Une petite commission pour commencer une mouture de la future constitution. Et celle-ci, nous avons été, comme d'habitude, discrets. Et même pour donner une petite anecdote, c'est M. Ousmane May qui a même dactylographié cette mouture comme secrétaire. Il s'est rappelé qu'il avait été écrivain-interprète, donc il avait appris à dactylographier dans le secrétariat des colons. Et à ce moment-là, c'est lui qui a dactylographié la mouture. Tout a été discret, ferme. Donc, ces décisions qui sont prises toujours, comme tout le temps, les grandes décisions se prennent la nuit, et que dans l'ensemble, tout discret, tout sérieux, jusqu'à ce que nous avons peaufiné et que nous avons sorti la Constitution de 1972. Les historiens disent qu'un an avant, en mai 1971, le président Ahidjo avait fait une visite dans quelques villes de ce qu'on appelait alors le Cameroun occidental, et que Nzoé Kangaki lui avait dit, Monsieur le Président, pour alléger le budget de fonctionnement des États fédérés, du Cameroun fédéral, de l'État fédéral, il faut instituer un État unitaire. Le président lui aurait répondu, vous ferez ça après moi. Tout le monde souhaitait, sans l'exprimer, tout le monde souhaitait que cet état de choses change, c'est-à-dire que le Cameroun devienne un État qui doit supporter un budget moins lourd que celui que lui imposaient toutes ces structures. Toutes les structures dont je viens de parler. S'il subsiste des rescapés de cette époque, Moussa Yaya Sarki Fada et Félix Sabal-Leko en sont, comme en témoignent les photos. Conscient de mes responsabilités à l'égard de la nation et devant l'histoire, décidé de consulter par voie de référendum le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, sur l'institution immédiate d'un État unitaire. Si je comprends bien, président Sabal-Leko, unité étatique d'abord avant unité des cœurs et des hommes. Voilà, unité étatique d'abord avant l'unité des cœurs et des hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord un État autour duquel se regroupent les hommes, c'est-à-dire les cœurs. Alors voilà pourquoi pour nous, il fallait cette unité nationale dans ce sens que le Cameroun occidental et le Cameroun oriental devaient être unis. L'unité nationale a toujours été une affaire de peuple. Si vous vous rendez compte, c'est un référendum qui a fait que le peuple du Cameroun occidental rallie le Cameroun oriental. C'est un référendum. Donc, pour changer cette constitution,
aussi a été un référendum sur l'ensemble du territoire. Et ceci a aussi renforcé que c'est une affaire de peuple, pas une affaire d'élite. L'élite, comme je vous ai dit, une partie a paniqué, une partie a eu beaucoup d'espoir, puisqu'elles perdaient leur place, et d'autres espéraient aussi profiter de leur absence pour y intégrer. Donc c'était une affaire de population dans son ensemble. C'est pourquoi vous avez vu, on a renforcé les liens qui nous permettaient donc l'axe Bamenda-Yaoundé, l'axe Bouya-Yaoundé a été renforcé, sérieusement. Pour nous, eh bien, l'Union nationale devait donc se concrétiser par l'intégration des citoyens, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient du centre, qu'ils soient du Nord. Les citoyens camerounais devaient être unis dans l'intégration nationale. Mais l'effort doit être partagé. Les uns doivent aller vers les autres. Oui. Ce n'est pas cela? C'est tout à fait cela. C'est-à-dire les uns doivent aller vers les autres. Voilà pourquoi pour l'UNC, l'Union nationale camerounaise, eh bien, chaque Camerounais est libre là où il se trouve. Là, chaque Camerounais peut résider partout où il veut. Parce que le territoire national appartient à tous les Camerounais. Et il n'y a pas de discrimination. Président Sabaleko, je voudrais que vous commentiez également cette déclaration que c'est le Cameroun qui est bilingue, ce ne sont pas forcément les Camerounais qui sont bilingues. Je ne pense pas que ce soit comme ça, parce que l'un des leitmotifs du gouvernement camerounais, c'est que le bilinguisme soit une réalité. Une réalité nationale. Puisque... pas seulement dans un discours. Partout, dans les discours, le président Biya, par exemple, insiste là-dessus. Je ne me dissimule pas que l'on puisse s'interroger sur le sort du bilinguisme et du pluriculturalisme au sein du nouvel État. Je déclare solennellement que l'un et l'autre doivent être maintenus et développés parce qu'ils constituent des instruments de notre ouverture au monde et surtout que désormais, ils sont partie intégrante de notre héritage historique et forment des traits originaux de notre personnalité nationale. Je veillerai à ce que le projet de constitution à soumettre au référendum populaire donne à ce sujet les garanties les plus formelles. Cette réforme a également donné la possibilité de renforcer le bilinguisme dans le Cameroun, de le renforcer d'une manière exceptionnelle pour que l'intégration des anglophones et des francophones soit effective. Et comme vous le voyez, nous pouvons tout faire, mais jusqu'ici, nous traînons encore cette lanterne où on vous dit francophone ou anglophone, mais on est tous Camerounais. C'était le Cameroun qu'on défendait, c'était le Cameroun et les Camerounais de tous bords. Que maintenant qu'on parle des ethnies nationales, c'est tout à fait normal, mais qu'on ne parle pas de la colonisation, qu'on essaie d'oublier qui est anglophone, qui est francophone, mais qu'on reste Camerounais. Président Sabaleko, vous reconnaissez que vous-même qui prôniez le bilinguisme, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour être effectivement bilingue. Alors le bilinguisme, c'était pour les autres, pas pour vous? À notre période, on a effectivement on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour le bilinguisme. Mais c'est surtout à partir de la... Évidemment, les ministres étaient invités à s'initier en anglais ou en français. En anglais ou en français. C'est-à-dire qu'il y avait des cours. Il y avait des cours pour suivre l'anglais et des cours pour suivre le français. Mais c'est surtout
depuis l'avènement du président Biya que le bilinguisme s'est manifesté d'une façon effective. Parce que maintenant, tout le gouvernement, tous les membres du gouvernement sont bilingues. Tous les hauts fonctionnaires, je peux dire presque tous les hauts fonctionnaires sont bilingues. Ils font un effort, en tout cas, pour parler les deux langues. Ils font beaucoup d'efforts pour parler les deux langues. Je voudrais vous inviter à relire quelques passages de Pour le libéralisme communautaire, voir un peu les propositions que formulait le président et ce qui a été fait dans la mise en pratique de ces propositions. Il formule notamment 3 propositions que je vais vous prier de commenter. Sur l'unité nationale, la première proposition du président est la suivante. Le brassage des populations étant un facteur de fraternité et d'union, le RDPC entend œuvrer à la fois pour une circulation plus accrue des Camerounais à l'intérieur de leur pays et pour la promotion des unions interethniques. Cette double action implique la mise en place d'une infrastructure routière qui désenclave les villes et les villages du pays profond et facilite les contacts entre Camerounais. Un commentaire? Le brassage des Camerounais est une nécessité. Et le président Biya a raison de souligner ce problème de brassage des Camerounais. Et ce brassage se fait effectivement au Cameroun actuellement. Et l'intégration nationale dont parle le président Biya n'est pas un vain mot. Alors la deuxième proposition du président est la suivante. Dans le souci de réduire les sentiments d'appartenance clanique et régionale allant dans le sens contraire de l'édification de l'unité nationale, il importe que, par une judicieuse politique d'urbanisation, les quartiers de nos villes perdent leur coloration ethnique. De la même manière, devra être découragée la reproduction en miniature dans les villes de l'organisation politique ethnique traditionnelle. Quel est le constat ici à Bertois par rapport à ces idées du président? Eh bien, à Bertois, par exemple, il y a plusieurs quartiers. Mais les habitants de Bertois vivent indifféremment dans ces quartiers. Ah bon, vous voulez dire que dans le quartier Aoussa, on trouve des ressortissants? Il y a prédominance d'ethnie dans certains quartiers. Ainsi, par exemple, ça c'est la tradition, on n'y peut rien. Il y a un quartier où on ne trouve que les musulmans, les originaires du Grand Nord. C'est normal, ces compatriotes-là aiment se retrouver ensemble. Mais est-ce que cette prédominance implique l'exclusion des autres? Non, il n'y a pas l'exclusion des autres. C'est-à-dire que même s'il y a un Bamileke qui veut vivre dans le quartier musulman ou bien un Baya, il n'y a pas de problème. On va terminer par la troisième proposition que fait le président de la République. Je rappelle que c'est dans Pour le libéralisme communautaire, le livre apparu en 1987 aux éditions Pierre Marcel Fabre. Nous étions encore dans le contexte du parti unique. C'est pour ça que le président encourage, exhorte le RDPC à être à l'avant-garde de la mise en œuvre de ces propositions. Alors la dernière de ces propositions est la suivante. La mise en œuvre d'une politique d'intégration culturelle viable se présente comme une condition impérative de l'intégration nationale. Aussi le RDPC s'efforce-t-il d'extirper des milieux de formation, d'éducation des jeunes, autant que des milieux de culte, tout indice de tribalisme, de sectarisme ou de régionalisme. Président Sabal Leko, le tribalisme au Cameroun, ça avance ou ça recule? Je crois que ça recule plutôt. C'est-à-dire que ça diminue de plus en plus. On ne sent pas vraiment le tribalisme quand on vit dans les quartiers, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, que ce soit Bertois. Eh bien, ce problème de tribalisme, il y a des individualités, il y a des cas individuels où on sent, n'est-ce pas, un peu de racisme, un peu de tribalisme, mais en fait, le tribalisme recule.
Donc, président Sabal Leko, un parti qui a vocation à gouverner l'ensemble du Cameroun a intérêt à promouvoir l'unité nationale. Un parti qui a vocation à gouverner le Cameroun a intérêt à rassembler. Et c'est la raison d'être du Rassemblement démocratique camerounais qui... Vous prêchez pour votre chapelle, là? Oui, je prêche, c'est tout à fait normal, mais parce que c'est l'exemple le plus frappant d'intégration nationale, d'union nationale, parce que c'est un parti de rassemblement. Vous-même, président Sabal Leko, pour l'avenir, vous êtes inquiet ou plutôt optimiste par rapport à l'unité nationale au Cameroun? Je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste parce que les choses se forgent avec le temps. Je pense qu'avec le temps, avec la doctrine d'un parti comme le RDPC, qui est un parti de rassemblement, si les gens suivent cette doctrine, si les gens mettre cette doctrine en pratique, eh bien, petit à petit, je crois que le tribalisme pourra enfin diminuer. Et ça, pas complètement, parce qu'un pays comme la France, eh bien, la France est un pays uni, mais il y a quand même, il y a des distinctions. Il y a les Bretons qui sont fiers de leur identité. Les Corses et les Provençaux, je peux même dire les Alsaciens. Alors, c'est dire qu'au Cameroun, eh bien, il y a des différences, d'accord, ça ne peut pas disparaître totalement, ce n'est pas possible. Mais il faut que les hommes politiques s'arrangent à prêcher, n'est-ce pas, l'union nationale, s'arrangent à prêcher l'intégration nationale, c'est-à-dire le brassage des Pour la troisième et dernière séquence de cette émission spéciale, je vous amène à vous connecter à la société structurée par les nouveaux médias, l'univers du virtuel qui n'en est pas moins réel. Et monsieur Nouveau Média à la CRTV est une dame. Mireille Bissé-Keyou, bonsoir. Bonsoir. Quel reflet ce qu'on appelle la grande toile donne-t-elle de l'unité nationale au Cameroun? Perception contrastée, on va dire, entre blanc et noir, une sorte de gris clair, gris foncé, c'est selon évidemment, du fait évidemment des courants qui s'y mêlent, mais davantage des combats qu'on y mène. Sur la toile, c'est un posting frénétique et permanent. Un posting porté par une diaspora qui en manque de son terroir, il faut le dire. Un corps à corps, un vrai, qui en plus d'être matériel et surtout philosophique, mais une constance se dégage, il faut le dire également, c'est ce substrat patriotique, un substrat qui est le mien, qui est le vôtre, qui est celui de tous, une camerounité qui est la nôtre à tous. Et cette camerounité, à la réalité, anime le débat sur la toile, en même temps que chacun y va, et de sa sensibilité, et de sa personnalité, mais surtout de sa complexité. Alors la grande galère, on y croit. Et pour reprendre votre expression, Charles Ndongo, la toile, la grande, elle chahute, ça c'est vrai, mais surtout elle chahute sur la satisfaction des besoins de développement. Mais Charles Ndongo, vous le savez, il reste que cette grande galère scrute un horizon. Il reste qu'elle attend un signal de ce followers illustre, le plus grand des tweetos, en tout cas le plus suivi aujourd'hui sur la toile parmi les officiels. Elle attend un signe de ce que peut-être ce sera demain le déclenchement de cette belle unité qui nous est chère à tous.
Alors allez lui dire à cet illustre tweetos qui a dit de n'être pas des followers naïfs, qu'on attend ce signe pour demain peut-être. Les réseaux sociaux, théâtre des irrédentismes, illustration. Ça ne doit pas s'arrêter au niveau des artistes. Ça ne s'arrêtera pas au niveau des artistes. Les sportifs arrivent. Les évacuations sanitaires. Toute la représentation du Cameroun dans tous les diasporas. Nous arrivons. Ça, c'est pour les prévenir de ce qui va se passer. Les menaces à l'unité nationale relèvent de deux ogres. Il y a l'ignorance et il y a les clichés. L'ignorance d'abord des liens de sang, de consanguinité qui existent entre un certain nombre de peuples du Cameroun. Les Fang du sud Cameroun ignorent par exemple qu'ils ont leurs frères dans le département de la Momo, et là on est dans le nord-ouest du Cameroun, qui portent le même nom, on les appelle les Fang. Il y a également d'autres Fang là-bas, dans une chefferie qu'on appelle Befang, là on est dans la Momo. Il y a également l'ignorance des ressemblances culturelles. Le mot Gamo dit émo, les tons dit moi. Le mot Gamo dit pour dire un, pour dire deux, il dit ebe, les tons dit ibe. Pour dire sept, il dit shangba, les tons va dire zangba. La deuxième menace, c'est les clichés. C'est-à-dire la façon dont on considère l'autre, dont on se représente l'autre, et qui apparaît souvent dans la nominalisation de l'autre, c'est-à-dire la façon de désigner l'autre. Par exemple, ici, en zone francophone, pour désigner l'anglophone, on va dire Bamenda. Les Bamenda, pour désigner, par exemple, les peuples de la forêt, les bêtis, ils vont dire Chobrokpot. Il y a des Chobrokpot. On va vous parler des Gadamayo, on va vous parler des Nkwak et tout ça. Le premier danger qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, c'est cette kyrielle des groupes à caractère ethnique, à caractère tribal. La vulgarisation des discours haineux et la vulgarisation des discours tribalistes sont aujourd'hui les grandes menaces qu'on retrouve dans les réseaux sociaux concernant l'unité nationale. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intolérance. Les germes de la division y ont été cultivés par certains activistes. Et ceci dès les années 2010-2011. Toutefois, le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur entre 2012 et 2014 et les choses se sont manifestement aggravées avec l'enjeu politique majeur que constituait pour notre pays l'élection présidentielle d'octobre 2018. Ainsi, entre 2017 et 2018, et même depuis 2016, ça s'est véritablement tendu. Et on a donc assisté à une multiplication de dérapages avec des propos incendiaires et extrémistes, souvent très graves, mettant en question telle ou telle autre communauté. Putain, parce que je ris avec vous depuis. Yo. Comment il veut me donner le livre? Vous venez m'apprendre quoi, vous, monsieur? Vous savez ce que j'ai subi au Cameroun? Vous savez ce que les Camerounais subissent? Et le plus dramatique, c'est que tout effort pour ceux qui essayaient de calmer les controverses finissait par les entraîner même contre leur volonté dans cette polémique, parce que vous intervenez pour ramener les gens à la raison et ils interprètent vos propos, qui sont pourtant des propos visant à ce que les choses se calment, comme étant des propos qui en réalité entretiennent de telles controverses. Et ça, la complexité des réseaux sociaux.
À l'époque de nos parents, c'était l'immigration de l'excellence. C'est les meilleurs des meilleurs qui étaient envoyés faire leurs études à l'étranger. Puis est venu le temps que je peux qualifier de l'immigration d'exploit, après les années 70. Pourquoi l'exploit? On a vu une première génération d'immigrés, donc des ressortissants camerounais de la diaspora, qui n'avaient qu'une chose en tête: finir les études, rentrer au pays, être utile au pays. On arrive à une autre frange où ce sentiment existe toujours, mais on n'est plus pressé de rentrer au pays. On commence à se dire non, je fais venir ma femme, ma fiancée, mes enfants, je m'installe à l'étranger et je vis à l'étranger. Et on arrive à l'époque actuelle qui s'est amorcée depuis les années 2000, où c'est l'immigration massive, où c'est une immigration sans discernement, que je qualifierais peut-être, le mot peut être excessif, mais d'immigration de désespérance. Je viens vous défier. Tu viens défier des gens qui ont faim. Tu viens défier des gens qui t'ont fui. Tu viens sur ce territoire, dis que tu en as rien à foutre. Ce n'est pas possible. Le label Equerel est constitué de 387 000 membres repartis à travers 128 pays dans le monde, avec quand même un taux record de 12 millions d'interactivités, ce qui en fait l'un des groupes les plus actifs sur Facebook. Il y a depuis un certain nombre de temps des discours vraiment haineux, des déchirements, qui ne sont pas propres à Equerel Congo ça, mais beaucoup plus au web, au Cameroun aujourd'hui, qui tentent à diviser des personnes, tentent à séparer des amitiés, mais beaucoup plus tend même à faire imploser le pays. C'est ce que nous redoutons chaque jour, et nous essayons d'ailleurs davantage d'essayer de lutter contre cela. Il y a une montée de haine. Il y a des affrontements assez sales sur les réseaux sociaux. Des compatriotes qui prennent du plaisir à se tirer dessus, et c'est vraiment un spectacle désagréable aux yeux du monde. Nous qui sommes des opérateurs sur le digital, c'est des insultes, c'est des commérages, des petites polémiques, ça touche tous les domaines, hein, tous les domaines d'activité. Ça part de la politique au showbiz, en passant par le cinéma, la littérature, etc. D'abord, il faut être très ferme. Très, très ferme. On peut être pour, on peut être contre. Sa famille, les lois, la République, les dirigeants, chacun porte sa responsabilité individuelle. Elle lui revient dans le cadre de la Constitution de notre pays, qui assure quand même un minimum de liberté aux uns et aux autres et le recours au droit. Contrevenir à la loi, contrevenir au droit, il faut que nous soyons tous fermes à dire que non, pas de ça, pas ça. Deuxièmement, il y a des symboles qui représentent quand même, au-delà de la territorialité de notre pays, qui représentent notre identité et qui sont le creuset où chacun de nous va se sourcer. Personne n'a le droit de venir polluer la source. C'est pas sa source, c'est la source commune à nous tous. Donc piétiner le drapeau, brûler le drapeau, cracher sur le drapeau sont des actes qu'aucun être humain normalement constitué ne peut admettre. Il a une officielle ce matin à Paris, donc lui il ne sera pas il doit rentrer. Même un euro, il n'aura pas. Il y a eu récemment cette loi du 24 décembre 2019 qui a été promulguée par le président de la République, qui réprime les atteintes et les infractions commises contre les tribus. Notamment, il s'agit des discours haineux
Il peut aussi s'agir justement de toutes les formes de propos tenus sur les réseaux sociaux. Il y a des amendes très fortes qui vont jusqu'à 20 millions de francs, pour notamment les hommes des médias et peut-être pour les particuliers qui peuvent aller jusqu'à 3 millions de francs. Il y a des peines de prison qui peuvent aller en termes de minima à 2 ans de prison et qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison. C'est d'autant plus dommageable qu'il y a quelques mois, on a eu à légiférer là-dessus, on a voté une loi contre le tribalisme. Malheureusement, cette loi reste lettre morte, comme bien de lois dans notre contexte, et c'est très malheureux pour nous. Le législateur ainsi que l'exécutif et le pouvoir judiciaire doivent mettre davantage d'emphase à l'application de cette loi-là pour limiter les dérives. Il faudrait que les institutions camerounaises prennent à bras le corps et prennent très au sérieux ces discours haineux et tribalistes qui sont tenus dans les réseaux sociaux. Ne considèrent pas que c'est des enfantillages, des jeunes qui s'amusent à longueur de journée, qui parlent plus qu'ils n'agissent. Course à la 4G, je crois que j'ai trouvé le point G. Un phone Android, WhatsApp à leur malheur jamais étranger. Publier, danger, des plus jeunes aux plus âgés. Ma revanche est gore, rien à voir avec du... Il n'y a pas que des messages d'incitation à la haine. Il y a aussi beaucoup de messages d'appel à l'amour. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de messages qui invitent à la cessation des hostilités dans le nord-ouest ou le sud-ouest? Il y en a beaucoup. Sauf que lorsqu'il y a un message sur 50 qui appelle à la haine, ça attire l'attention. Les Camerounais se sont habitués, les Africains en général, sont habitués à recevoir des messages d'un seul émetteur. Aujourd'hui, tout le monde est émetteur et tout le monde est récepteur. Vous comprenez? Et il se trouve même que, puisque les gens se sont habitués à se dire que la parole officielle est une parole suspecte, on croit plus à ce qui se dit ailleurs qu'à ce qui se dit, n'est-ce pas, au niveau des médias. Et c'est cela qui fait, mais je crois que c'est une phase normale, n'est-ce pas, qu'il fallait traverser. Elle peut prendre un temps, mais on ne pourra pas la contourner. C'est-à-dire que sur le plan technologique, les choses vont évoluer à un moment, à un niveau très fort. Ce qu'il faudra, c'est que la loi aussi évolue de cette manière, que juridiquement ça évolue. Je peux vous dire que lorsqu'on aura mis en prison ou enfermé, mais après un procès normal, 5 personnes qui auront diffamé quelqu'un sans avoir la main de preuve, ça amènera les gens à réfléchir par 5 fois. Les réseaux sociaux en eux-mêmes et en tant que tels sont des outils de développement qui servent par exemple au partage des savoirs, à la discussion républicaine. Il est normal qu'il y ait sur les réseaux sociaux des internautes qui peuvent suggérer des choses à la gestion des faits publics, des internautes qui peuvent critiquer ou alerter, que ce soit les démocraties d'aujourd'hui, que ce soit les pouvoirs publics d'aujourd'hui. Tout le monde est habitué à vivre sous les bombes médiatiques. Les réseaux sociaux créent des problèmes de compréhension d'appartenance à un même pays. Vous savez, un autre mot pour dire mensonge, c'est réseaux sociaux. Comme le soleil, comme la peau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité, que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours, chère patrie. Si les réseaux sociaux doivent être un lieu d'expression, cette expression-là doit avoir une certaine qualité éthique. Il n'est donc pas question qu'au Cameroun, les réseaux sociaux soient utilisés pour entretenir la haine et l'inimitié absolue entre les communautés qui constituent notre nation. Les réseaux sociaux sont une grosse opportunité. Un peuple qui n'est plus ignorant ne peut plus se faire tromper par les réseaux sociaux. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de... Et là, je m'adresse à CRTV Web. CRTV Web, c'est les réseaux sociaux. Et je pense que si vous documentez un phénomène comme celui dont nous parlons là, et pour lequel les gens sont convaincus, je crois que ce serait une opportunité
pour les réseaux sociaux de vanter et de diffuser l'unité nationale. Vous savez que le jour et la nuit, le jour étant la vérité, le jour étant la norme, le jour étant l'idéal, la nuit étant donc l'ignorance, la nuit étant le mal, la nuit étant les menaces à l'unité nationale, le jour et la nuit vont donc s'affronter dans les réseaux sociaux. Et je crois qu'entre les deux, c'est le jour qui va triompher. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné dans nos pays une masse critique de personnes qui peuvent donner la réplique, qui peuvent aussi ne pas subir les assauts des influenceurs, les subir en tant que victimes. Donc il faut éduquer les gens aux médias, il faut faciliter la capacité de chacun de créer des messages sur les médias. Le Cameroun a intérêt au rassemblement. Notre pays connaît peut-être une phase délicate, mais je pense qu'il est essentiel que les Camerounais comprennent que la solidité du Cameroun est peut-être un peu plus forte que certains ne croient, et que les tentatives qui visent à en détruire l'unité seront vaines. Le Cameroun, je l'ai souvent indiqué, est comme une peau de panthère. Et la peau de panthère, elle a des taches aussi bien claires que sombres. Ce ne sont pas les taches claires qui en font la beauté, ce ne sont pas les taches sombres qui en font seulement la beauté. C'est l'ensemble. C'est notre diversité qui se fond dans l'unité et qui fait l'harmonie de notre pays. Et c'est un pays qui a beaucoup de potentialités. Ces querelles sont des querelles qui en réalité nous perdent du temps. C'est de la dispersion parce que nous avons de vrais défis. Il faut oublier ce temps où il y avait un seul émetteur. Aujourd'hui, il y a 25 millions de Camerounais. De plus en plus, il va y avoir 25 millions, non pas seulement d'entraîneurs de football comme on les avait, mais 25 millions d'émetteurs, d'opinions, d'idées, n'est-ce pas? Et autant certains vont émettre des idées de manière plus civilisée et tout, autant il y a d'autres qui vont les émettre de manière assez hachée, assez anarchique, n'est-ce pas? Et peut-être que c'est ça que les gens écouteront dans un premier temps. Vous comprenez? Voilà. On peut imaginer aujourd'hui, je prolonge, mais on peut imaginer aujourd'hui ce que ça aurait été si en 91-92, il y avait les réseaux sociaux. Lorsque Frundi levait le bras et disait « Power to the people », vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être. Moi, j'envoyais des équipes qui allaient tous les vendredis assister aux conférences hebdomadaires de Frundi à Bamenda. Mais aujourd'hui, on n'aurait pas besoin d'aller à Bamenda. C'est-à-dire que pendant qu'ils parlent, on les aurait ici immédiatement. Qu'est-ce que ça aurait été? Donc je crois simplement que c'est une société qu'il va falloir apprendre, n'est-ce pas, à maîtriser. Et on va devoir habiter tout cela dedans en réfléchissant sur la manière de parler. Être camerounais, c'est quelque chose de plus immatériel et de plus affectif. C'est d'être content qu'un Camerounais réussisse. Et c'est d'être affligé que ça ne va pas pour un Camerounais. C'est être fier de voir une partie du territoire national et de savoir que c'est son patrimoine. Et c'est être durement affecté de voir qu'une partie de ce triangle-là est en difficulté. Être Camerounais, c'est avoir la conscience citoyenne. Malgré les problèmes actuels, nous sommes et nous restons un pays béni. Nous avons beaucoup de chances d'être Camerounais et je peux dire que comme un enfant qui est né dans une famille, sans qu'il soit juge de cela, il faut que nous acceptions le pays que le Seigneur nous a donné et que nous fassions tout
pour le développer dans la paix. Je me lève en signe de respect pour conclure. Les tableaux qui viennent de se succéder, sous nos yeux, peuvent inspirer, selon les cas, de la satisfaction, de l'indignation ou des interrogations. Car en effet, sur ce chantier de la construction de l'unité des filles et fils de ce pays, on ne peut pas nier qu'il y ait de solides acquis, mais aussi, malheureusement, de vraies raisons de s'inquiéter. Ne nous attardons pas sur les acquis. Après tout, c'est normal qu'un chantier ouvert depuis 60 ans présente des avancées palpables. En revanche, ce qui devrait nous préoccuper, ce sont par exemple ces enragés qui se déchaînent sur les réseaux sociaux pour crier leur haine de leurs compatriotes qu'ils abreuvent des injures les plus sordides. Le danger, c'est ça. Si telle est leur conception du combat politique, ils se trompent lourdement. Si telle est leur conception de la liberté d'expression, qu'ils sachent qu'ils posent des actes dont ils ne mesurent pas les conséquences, car la haine, c'est ça. Ce manichéisme paresseux qui réduit le Cameroun en deux grandes tribus. À droite, une bande de méchants, voleurs, menteurs, pervers et incompétents. À gauche, une armée de bons, saints, vertueux, purs et sauveteurs potentiels. Non, nulle part, dans aucun pays du monde, les choses ne sont aussi simples, aussi tranchées. La haine, c'est le mensonge. Le mensonge gratuit et provocateur sur les autres et sur soi-même. Échafauder des chimères, sur de prétendus montages vidéo. À on ne sait quelle fin. Inventer des maladies, des hospitalisations, évacuation à des personnalités, c'est chercher autre chose qui n'a rien à voir avec l'opposition politique. Se cacher sous des pseudonymes pour vandaliser des édifices publics et attenter à la vie des artistes et des journalistes sur fond de tribalisme, c'est de l'obscurantisme, de l'intégrisme et l'illustration même de ce que Achille Mbembe, le plus célèbre des philosophes camerounais, appelle le brutalisme. Et comme tel, cette dérive ethnocentriste doit être condamnée par tous les vrais patriotes. Dans l'arène politique, quand on perd une bataille, on se remet au travail pour préparer le prochain assaut. On ne court pas les rues, les pays et plateaux de télévision en hurlant qu'on a remporté une improbable victoire, jouant les pyromanes tout en brandissant le drapeau innocent d'authentiques sapeurs-pompiers. Il faut éviter de se servir du paravent des réseaux sociaux pour compromettre ce qui fonde notre vivre ensemble en tant que nation. Heureusement, une large et nette majorité de Camerounais mesure tous les bénéfices de l'unité nationale tout en soulignant des aspects perfectibles dans sa pratique quotidienne. De même, une égale et écrasante majorité de Camerounais salue le magistère éclairé et toujours inspiré du président de la République Paul Biya. C'est bien pour cela qu'ils l'ont littéralement plébiscité le 7 octobre 2018 en le reconduisant à la tête du Cameroun. Et cela ne fait guère que 18 mois. Ce que nous venons de voir et d'entendre pendant 120 minutes est tout simplement le miroir de notre rapport individuel et collectif à notre idéal commun d'unité nationale. Maintenant, chacun, à part soi, doit s'interroger. Mon regard sur l'autre, qui n'est pas de la même ethnie que moi, ou qui ne parle pas la même langue que moi, mon comportement et mes actes participent-ils à construire ou plutôt à détruire cette unité nationale? Suis-je bien certain de comprendre moi-même l'importance de cette unité nationale pour notre pays? Que puis-je faire personnellement pour améliorer cette unité nationale? Ce 20 mai 2020 nous offre l'occasion, à défaut de célébrer, de méditer. Prenons soin de notre unité comme, par ces temps de Covid-19, nous prenons soin de notre santé.